Il est souvent rapporté que tous les individus sur cette terre sont des êtres différents. Chaque personne possède ses forces et ses faiblesses. Par exemple, certains ont de la facilité dans leurs relations sociales alors que d'autres sont meilleurs dans les sports. Chaque personne apporte sa propre couleur et c'est ce qui crée la beauté de chacun. Cependant, il y a au moins un élément qu'ont en commun tous les individus sur cette terre, soit le développement de la confiance en soi. Certains y parviennent plus facilement que d'autres, mais le développement de la confiance en soi est un combat qui nous suit toute notre vie. Entre autres, durant l'adolescence, c'est un élément qui peut être très difficile à améliorer. Au cours de cette présentation, nous définirons ce qu'est la confiance en soi et la problématique liée à son développement au cours de l'adolescence. Ensuite, nous expliquerons les causes et les facteurs liés à cette problématique selon les approches humanistes, psychosociales et cognitives comportementales. Finalement, nous relèverons quelques suggestions d'intervention. Tout d'abord, il est important de comprendre ce qu'est la confiance en soi. Souvent confondue avec l'estime de soi, la confiance en soi est le sentiment d'être capable d'accomplir quelque chose. À l'inverse, l'estime de soi est la pensée de pouvoir ou non accomplir cette même tâche. La confiance en soi se forge tout au long de la vie et l'adolescence est une période cruciale pour sa construction. Durant cette période du développement, les adolescents rencontrent toutes sortes de défis. La façon dont ils réagissent à ces défis est primordiale pour forger leur confiance en soi. Plus ils accumulent d'expérience dans un domaine précis, plus leur confiance en soi va se développer. C'est pourquoi certains ont une grande confiance dans un domaine précis alors que dans d'autres domaines non. Cependant, les défis que les adolescents rencontrent sont souvent nouveaux. Ainsi, il est tout à fait normal de ne pas se sentir totalement confiant dès la première fois. De multiples facteurs peuvent influer la confiance en soi des jeunes au cours de leur vie, tout dépendant de l'environnement, de la personnalité, des facteurs biologiques et génétiques, des relations sociales et familiales, de l'environnement scolaire, des comportements et des cognitions. La confiance en soi peut varier. C'est un domaine large qui touche toutes les sphères de la vie. L'acquisition de cette confiance est une grande problématique de notre société. En effet, l'adolescence est une période de questionnement dans laquelle les jeunes recherchent leur identité, leurs valeurs, leurs passe-temps, leurs passions et ce qu'ils veulent devenir ou non plus tard. La confiance en soi ne s'acquiert pas facilement. C'est un long processus qui peut demander beaucoup de détermination, dépendamment des expériences qu'une personne rencontre au cours de sa vie. Souvent, les adolescents se comparent. Ils comparent leur morphologie, leur style vestimentaire, leur nombre d'amis et même leur nombre de likes que génèrent leurs publications. Avec les réseaux sociaux qui prônent le visage et le corps parfait, la confiance en soi des jeunes est affectée car ils sont sans cesse confrontés à la comparaison. Selon l'approche humaniste, favoriser le développement de soi en ayant une vision positive de ses capacités est quelque chose d'essentiel. Cette approche est étroitement liée au concept de confiance en soi, puisque le but de celle-ci est de viser à amener le patient à prendre ses propres décisions en toute autonomie. La confiance en soi est essentielle chez chaque individu et doit être forgée dès l'enfance. C'est pourquoi ces facteurs tels que la compatibilité entre l'image de soi, le moi idéal, l'environnement, le tempérament et la personnalité, ainsi que la congruence sont des éléments qui influencent son développement. Premièrement, plusieurs causes peuvent être associées à la problématique de développement de la confiance en soi, notamment la compatibilité entre l'image de soi et le moi idéal. Chaque individu a un potentiel qui se développe par rapport à la personnalité de chacun, ce qui nous rend uniques. Dans cette approche, les gens souhaitent agir de manière compatible avec leur image de soi et c'est pourquoi plus l'image de soi et le moi idéal sont proches, plus les gens sont cohérents et plus ils pensent avoir de valeur. Pour Carl Rogers, un psychologue humaniste américain qui est un des fondateurs de la psychothérapie centrée sur la personne, les êtres humains sont intrinsèquement bons et ils ne deviennent destructeurs que lorsque le concept de soi médiocre ou des limitations externes invalide le processus de réalisation du potentiel. Deuxièmement, l'un des facteurs associés à la problématique du développement de la confiance en soi est l'environnement. Selon cette théorie, les gens s'épanouissent et atteignent leur plein potentiel si les conditions qui les entourent sont suffisamment bonnes, car ils sont limités par des restrictions de l'environnement. Mais qu'est-ce qu'un bon environnement? Pour bien grandir, l'enfant a besoin d'être dans un environnement sécurisé et sécurisant. Selon la classification internationale du fonctionnement du handicap et de la santé, l'environnement désigne un ensemble de facteurs physiques et sociaux et comportementaux qui caractérisent le milieu de vie d'une personne et, à première vue, exogènes à l'individu.
Donc, l'espace dans lequel l'enfant évolue et se développe, le réseau de relations sociales qui entoure l'enfant, ainsi que le comportement de celui-ci, constituent un élément déterminant pour son développement, car cela lui permettra de grandir et d'apprendre en se sentant bien entouré et assisté. Troisièmement, les facteurs génétiques et biologiques, comme le tempérament, ont une influence sur le développement de la confiance en soi chez les jeunes. D'après ce que mentionne Naître et grandir, le tempérament est présent dès la naissance. Il est d'ailleurs surtout déterminé génétiquement, bien qu'il puisse être aussi influencé par le milieu familial et social. En d'autres mots, le comportement d'un enfant dépend en grande partie du tempérament dont il a hérité. Certains enfants sont à l'aise de faire des essais et des erreurs. Ils ont un tempérament qui les amène plus facilement à prendre des risques et ils développent ainsi leur confiance en soi, plus qu'ils prennent de l'autonomie. D'autres apprennent d'abord en observant. Ils ont besoin de mieux connaître les nouvelles personnes et les lieux qui les entourent avant de se sentir bien. L'environnement est donc important. Ils prennent moins d'initiatives parce qu'ils ont peur de ne pas réussir, ce qui peut freiner le développement de leur confiance, car ils ne sont pas compatibles avec leur moi idéal. Plus, dès sa naissance, l'enfant possède sa propre personnalité, principalement basée sur son tempérament. Elle se développe ensuite au fil du temps et peut changer jusqu'au début de l'âge adulte. Elle est alors considérée comme plutôt permanente. Encore une fois, selon Naître et grandir, la personnalité est influencée par le tempérament, le milieu familial, l'entourage et les expériences de vie de l'enfant, ainsi que par la société et les stéréotypes. La personnalité se reflète autant dans les comportements que dans les pensées et les sentiments. Par exemple, un enfant confiant s'affirme plus facilement en présence de ses amis et il a également le sentiment qu'il est bon pour parler aux autres. Cela lui permet donc de croire en ses propres compétences, capacités et valeurs, mais également en la réalisation de soi, la prise de décision et la capacité de faire face aux défis de la vie. Finalement, l'un des premiers avantages de l'approche humaniste, c'est de restaurer l'image de soi pour gagner en congruence. Selon Carl Rogers, pour qu'une personne puisse se réaliser elle-même, elle doit rester en état de congruence. Cela signifie que la réalisation de soi se produit lorsque le moi idéal de la personne correspond à ses comportements réels. Comme elle permet de gagner en confiance en soi, l'approche humaniste favorise également l'auto-actualisation pour s'auto-apaiser et lutter plus facilement contre le stress et l'anxiété du quotidien. Selon Carl Rogers, la perception positive de soi est un préalable à la confiance en soi. Selon l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, la confiance en soi permet d'avoir une vision réaliste de nos capacités. Croire en nos capacités permet de mieux gérer nos émotions et atteindre nos objectifs. Avoir confiance en soi est bénéfique pour la santé mentale, la réussite, la prise de décision et la résilience. Ensuite, l'approche psychosociale se concentre autour de l'aspect social des problématiques. En effet, elle cherche à déterminer les facteurs sociaux qui interviennent dans les différents questionnements de l'être humain. Dans notre cas, il s'agit de le développement de l'estime de soi et de la confiance en soi à l'adolescence. Donc, les facteurs associés seront les relations sociales, les relations familiales et l'environnement scolaire. Tout d'abord, pour bien saisir l'impact des relations sociales dans le développement de l'estime de soi, il faut définir ce que sont les relations sociales. Une relation sociale au sens général est un échange entre deux acteurs qui éveillent chez eux des attentes culturellement définies et qui se déroulent sous des contraintes sociales qui tendent nécessairement vers une égalité. Autrement dit, il s'agit de relations où les personnes poursuivent des buts communs ou où les ressources des membres de la relation sont mises ensemble pour le bien commun. Les relations sociales sont donc une source de soutien, de confiance, de coopération et d'égalité. Ainsi, lorsque les relations sociales sont positives, il va y avoir un soutien et une acceptation sociale de l'autre. Donc, l'adolescent va se percevoir, il va percevoir l'autre comme son égal et de façon positive, ce qui va faire en sorte qu'il va avoir une image de lui et une estime de lui positive, puisque les autres vont le percevoir également ici. Une étude faite par Michelle A. Harris, dont les résultats ont été publiés dans le Journal of Personality and Social Psychology de l'IPA, démontre un lien fort entre le développement de l'estime de soi et les relations sociales positives. En effet, Harris affirme que les relations sociales positives, le soutien social et l'acceptation sociale contribuent à façonner le développement de l'estime de soi des personnes de 4 à 76 ans. Ainsi, les relations sociales positives ont une influence majeure dans le développement de l'estime de soi. Toutefois, les relations sociales négatives exercent également une influence.
En effet, la violence verbale, psychologique et physique sont autant d'atteintes à l'intégrité de la personne et risquent de détruire petit à petit l'estime de soi de celui ou celle qui le subit régulièrement. Bref, un facteur important de l'approche psychosociale dans le développement de l'estime de soi et de la confiance en soi à l'adolescence est les relations sociales et leur influence. Ensuite, un autre facteur dans le développement de l'estime de soi à l'adolescence est les relations familiales. Les relations familiales sont comme un ensemble de relations entre des éléments, ici des membres de la famille, organisés en sous-systèmes à la fois autonomes et interdépendants. Ces relations sont les premières dont l'enfant fait partie. Elles sont donc ses premiers modèles de relations et montrent, qu'on le veuille ou non, à l'enfant ce que sont les relations sociales en fait. Autrement dit, elles forgent la perception de l'enfant face au comportement qu'il doit avoir par rapport aux relations qu'il a. Chantal Zarouche-Gaudron, psychologue, affirme que la famille est pour l'enfant la base, le cœur, le fondement de tous les autres liens sociaux à établir et à construire. Ainsi, les relations sociales sont les premiers exemples que l'enfant prend pour baser sa propre personnalité et ses propres relations. D'une façon, on peut donc conclure que des relations familiales négatives influencent ainsi directement les relations que se créera l'adolescent. Celui-ci qui, dans son enfance, a vu des exemples de mauvaises relations, de ses parents ensemble ou encore de ses parents avec lui-même, aura une mauvaise perception de ces dites relations et de sa propre personne. Donc, sa propre estime de soi en sera entachée. Nicole Goodney, pédopsychiatre, affirme que si chaque fois que l'enfant a été dans la détresse, les parents qui l'élèvent ont répondu de manière adéquate à ses besoins d'attachement, l'enfant va développer deux images mentales, dont une qui est une image de soi complémentaire, un soi digne d'intérêt, ayant de la valeur et digne d'amour. Le style parental joue donc un rôle majeur dans la qualité des relations et donc dans le développement de l'estime de soi, de même que des relations d'attachement sécurisantes. Audrey-Anne Deneau indique qu'une relation d'attachement sécurisante permet à l'enfant de communiquer ses émotions, d'être accepté, de développer une meilleure image de lui-même et d'avoir une meilleure santé mentale. Par conséquent, on peut donc affirmer que les relations familiales positives, autant positives que négatives, influencent le développement de l'estime de soi au commencement à l'enfance jusqu'à l'adolescence de par le style d'attachement, le style parental ou tout simplement l'exemple de relation fourni par les parents que l'enfant prend comme modèle. Finalement, le dernier facteur abordé ici est l'environnement scolaire et son effet sur le développement de l'estime de soi et de la confiance en soi. Ces points importants sont le niveau de soutien social et le soutien de l'école en fait. Ainsi, pour bien saisir le facteur d'environnement scolaire, il faut comprendre ce à quoi correspond le niveau de soutien social. Il s'agit simplement du soutien de la part des enseignants et de l'établissement scolaire. Par exemple, un établissement scolaire qui fournit des activités de soutien aux élèves de premier secondaire qui vivent une adaptation de l'école primaire à l'école secondaire. L'environnement scolaire joue un rôle clé dans le développement de l'estime de soi puisqu'il est une source de relations, de soutien, d'autonomie et de compétences. Des études ont associé la perception du soutien des enseignants à l'estime de soi, à la dépression, au stress et au burn-out scolaire. Ainsi, un soutien en diminution contribue aux symptômes dépressifs et à la baisse de l'estime de soi des étudiants. Puis, les enseignants sont des acteurs importants dans le développement de l'estime de soi des adolescents en raison de leur soutien, leur acceptation et leur tolérance. Le soutien des pairs joue également un rôle important. Puis finalement, le dernier acteur important dans l'environnement scolaire est l'école en général, principalement le souci de l'école à la réussite des élèves. Une école qui se soucie très peu de ses élèves et ne fait rien pour les aider n'aide en rien au développement de l'estime de soi et va l'entraver en fait. Par exemple, prenons comme exemple le plan d'intervention contre l'intimidation d'une école. Si celui-ci est bien beau à l'écrit, mais très peu efficace en réalité, cela ne va pas fournir à l'élève un sentiment de sécurité si celui-ci subit de l'intimidation. Ensuite, les programmes offerts par les écoles prennent également une portion considérable dans le développement de l'estime de soi à l'école. Par exemple, les programmes qui sont présents seulement dans l'optique de garder les élèves jusqu'à l'âge minimum représentent une entrave au développement de l'estime de soi. En effet, un programme de ce genre fournit à l'élève le sentiment que l'école a abandonné son cas et qu'il n'y a plus d'espoir pour lui. À l'inverse, un programme qui fournit à l'élève un moyen de se surpasser, de développer de nouvelles capacités ou encore de se sentir accepté, aide au développement de l'estime de soi. Bref, dans le facteur environnement scolaire, des sous-facteurs comme le niveau de soutien social des pairs, des enseignants et le soutien de l'école ont des rôles à jouer importants dans le développement de l'estime de soi à l'adolescence.
Un des aspects de l'approche cognitive comportementale et de la confiance en soi à l'adolescence, ce sont les comportements. Donc, on retrouve 4 comportements distincts. Un comportement affirmatif, puis 3 comportements non affirmatifs qui consistent à un comportement soumis ou passif, agressif et manipulateur. Donc, un comportement affirmatif, c'est un comportement qui va consister à exprimer ses pensées, ses émotions et ses opinions, puis à défendre ses droits tout en respectant ceux des autres de façon directe, honnête et appropriée. Donc, l'adolescent va avoir un comportement avec un meilleur respect de soi et un meilleur respect des autres, puis il va avoir confiance en lui sur un plus long terme. Il va aussi avoir l'impression d'être plus honnête et respecté, puis il va avoir facilement ce qu'il désire en le demandant. Puis il va aussi avoir un meilleur contrôle de lui, donc il va se sentir moins exploité par les autres, puis il va plus s'impliquer dans des activités sans surpasser ses limites et il va accumuler moins de rancœur envers lui-même et les autres. Le comportement soumis, quant à lui, c'est un comportement caractérisé par l'incapacité d'exprimer ses pensées, ses émotions et ses opinions ou de le faire de façon indirecte, inappropriée et au détriment de ses propres droits. Donc un adolescent avec ce comportement, il va avoir peur de s'exprimer parce qu'il veut pas blesser les autres, être rejeté, avoir l'air ridicule, déplaire ou parce qu'il est timide ou gêné de s'exprimer. L'adolescent avec un comportement soumis va souvent trouver des excuses ou des prétextes pour pas dire ce qu'il veut ou ce qu'il pense. Il existe quelques causes qui expliquent le comportement soumis, telles que la peur de déplaire. L'adolescent va alors accepter les requêtes de tout le monde parce que ça va mener à la peur de perdre l'amitié et l'affection de ses proches. S'il n'accepte pas de rendre des services aussi, il va culpabiliser par la suite, puis il veut absolument éviter un conflit. Certains vont même penser qu'ils n'ont pas le droit de s'exprimer et de dire leurs pensées. Puis ceux qui vont être gênés ou timides vont avoir plus de difficultés avec les habiletés sociales, puis vont avoir plus de difficultés à demander ou à refuser des demandes ou de l'aide. Puis le comportement soumis aurait pu être renforcé lorsque l'adolescent était plus jeune. Pour ce qui est du comportement agressif, ce comportement se caractérise par l'expression de ses pensées, de ses émotions et de ses opinions, puis par la défense de ses droits, mais parfois au détriment des droits des autres, et ceci de façon souvent directe et honnête, mais généralement inappropriée. Donc un adolescent avec un comportement agressif va vouloir satisfaire ses propres besoins, peu importe le mal qu'il va faire aux autres, puis ça va aussi être rare que la façon dont il va se prendre pour satisfaire ses besoins soit de manière acceptable, puis il va souvent être irrespectueux ou brutal. Les causes qui vont expliquer le comportement agressif viendraient d'un sentiment de vulnérabilité, donc l'adolescent va avoir peur de se faire attaquer par les autres. Il va aussi avoir une mauvaise perception de la confiance en soi, donc il va penser que la confiance en soi, c'est une compétition avec tout le monde, puis que le seul moyen d'obtenir ce qu'il veut, c'est par la nuisance aux autres. Puis, sur le long terme, le comportement agressif pourrait survenir d'un comportement soumis. Puis finalement, le comportement manipulateur est caractérisé par l'expression de ses pensées, ses émotions et ses opinions dans le but de défendre ses droits et de satisfaire ses besoins, mais de façon toujours indirecte et le plus souvent malhonnête, et ceci au détriment fréquent des droits des autres. Donc, tout comme pour le comportement agressif, l'adolescent avec un comportement manipulateur va tout d'abord vouloir combler ses besoins, mais contrairement au comportement agressif, celui-ci veut utiliser des ruses. Les causes qui vont expliquer le comportement manipulateur, c'est le désir d'atteindre ses fins, la recherche des bénéfices de la manipulation, la peur du rejet, puis finalement le désir d'éviter des conflits. Dans la plupart des sites qu'on retrouve de nos jours, il y a plusieurs façons d'aider les adolescents à construire et à développer une meilleure confiance en eux. Donc, dans les premières pistes d'intervention, en fait, on a l'activité physique. En effet, là, les intervenants, les chercheurs mettent beaucoup d'emphase sur ça. Pourquoi? Parce que elle permet, en fait, là, de développer un bon fonctionnement du corps, de l'esprit et de maintenir un bon équilibre. Donc, qu'est-ce que ça fait quand que ça va bien, en fait, psychologiquement et physiquement? Il y a moins de chances qu'on soit plus vulnérable là, dans notre confiance, dans notre estime personnelle, que si ça va très bien, par exemple. Dans la deuxième solution, en fait, on a le fait d'accorder une grande importance à la compassion du soi. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on favorise de se traiter avec gentillesse, d'être indulgent envers nous, d'être compréhensif sur les divers aspects de la vie, là, plutôt que de se remettre en question et de douter de nos choix, de nos performances, etc.
Parce qu'en effet, là, douter trop, se remettre en question, c'est vraiment comme dommageable pour le développement de l'estime de soi parce que on est toujours dans le négatif et dans les remises en question. Dans les prochaines solutions, on a le fait d'encourager les adolescents à poursuivre dans des intérêts, dans des domaines ou dans des sports, exemple, dans lesquels ils sont bons, qui ont une facilité et qui excellent. Ça booste beaucoup la confiance, puis ça aide à développer là, une bonne estime d'eux, plutôt que de faire des sports dans lesquels, mettons, le jeune adore ça, mais il n'est pas très bon, il sait qu'il n'est pas bon, fait que c'est nocif pour son développement de la confiance. Dans les derniers points de ces recherches-là, on a le fait d'aider les autres, donc d'aider son prochain et particulièrement ceux qu'on ne connaît pas. Donc, ça peut être, par exemple, aider une personne âgée à traverser la rue ou, je sais pas, embarquer les courses de quelqu'un dans sa voiture, exemple. C'est grandement bénéfique là, pour la confiance. Selon d'autres recherches maintenant, on a le fait que en tant que parent et intervenant pour les jeunes, en fait, c'est important de les encourager à ne pas mettre de côté des activités qu'ils jugent comme étant bizarres ou oh non, moi je fais pas ça parce que c'est comme ci, c'est comme ça. Qu'est-ce que ça fait? C'est que le jeune, il se brime dans ses expériences personnelles. Donc, ça va venir indirectement jouer un lien sur sa confiance parce qu'il n'y aura pas comme tout développé. Qu'est-ce qu'il y a à développer au niveau de ses expériences? Au niveau de tout, en fait, donc ça va jouer grandement un lien sur le développement de son estime. On a aussi le fait d'encourager les adolescents à maintenir des bons contacts sociaux et à se faire des nouveaux amis. Dans le fond, on le sait, à l'adolescence, les relations avec les amis, c'est un facteur de protection. Donc, d'assurer des bons liens sociaux, évidemment, ça a directement un impact avec le développement de l'estime. Plus on est entouré, moins on est seul, plus en fait on est heureux, donc plus ça favorise l'estime en fait. Ensuite, on a le fait que, en fait, ce point-là concerne principalement les parents et les intervenants. Dans le fond, on favorise parents, intervenants, position d'autorité, les professeurs, etc. Donc, tous ceux qui ont une influence sur les jeunes, qui servent de modèle, en effet. On favorise le fait de leur apporter un soutien moral sans trop les questionner. Donc, si le jeune arrive pour se confier, de pas trop comme arriver à poser plein de questions, mais d'être vraiment là en tant qu'écoute, en tant que support. Comme ça assure aux jeunes que peu importe qu'est-ce qui va arriver dans sa vie, il sait qu'il va y avoir des personnes sur qui compter, qui va pouvoir parler et qui va pouvoir se vider le cœur ou peu importe. Donc, ça favorise grandement une bonne confiance parce que, évidemment, il va être bien dans ses relations sociales. Donc, c'est entièrement relié là, au développement de l'estime du jeune dans toutes les épreuves de la vie. Finalement, là, dans la dernière solution de piste d'intervention qu'on a, on valorise la réalisation, dans le fond, du soi et la réalisation dans la vie en général. Ça augmente beaucoup la valeur qu'ils se portent à eux-mêmes, puis ça les encourage à s'affirmer et se développer dans les activités où ils se sentent épanouis ou ce qui sentent bon. Fait que ça revient un petit peu à ce qu'on disait tantôt. Donc c'est ça là, évidemment ça c'était plus pour les facteurs qu'on peut faire pour aider à développer la confiance. On a aussi le fait évidemment des réseaux sociaux, on peut pas passer à côté de ça, là. On peut pas parler d'intervention ou de pistes de suggestions à faire sans parler des réseaux sociaux. Il y a des bons, il y a des moins bons côtés aux réseaux sociaux, on le sait, c'est juste que à l'adolescence, on n'est pas toujours confiant. Donc, évidemment, ça joue un grand impact au développement de l'estime et de la confiance. On parle ici de la fréquence de l'utilisation et de l'utilisation que le jeune en fait. Donc, si on parle des bons côtés, évidemment, ça permet de maintenir un contact social, un contact avec les proches qui sont pas dans la même région, donc la parenté à l'extérieur de la ville, par exemple, ou les amis qui sont plus loin. Donc ça, c'est bon pour ça parce que le jeune, il peut être continuellement avec ses amis sans être physiquement avec ses amis. Donc, ça permet de garder un bon lien social et de garder ses amis sans pouvoir nécessairement les voir ou quoi que ce soit. Donc, évidemment, ça, c'est un facteur de protection aussi. Donc, ça permet un bon développement aussi. Maintenant, évidemment, on peut se servir des réseaux sociaux comme
pour faire de la sensibilisation et de la prévention, en fait, là, sur tout ce qui se trouve dans la vie des jeunes, donc tout ce qui est plus dommageable, si on veut. Puis dans les côtés plus négatifs, on a, bien évidemment, la course au like, qui rentre un peu dans la comparaison. Ah, elle a le plus de likes que moi, donc moi, je suis moins comme ci, je suis moins comme ça. Elle est plus belle, elle est plus ci, nanana, nanana, évidemment. Donc, tout ça, ça peut rentrer là, plus dans les mauvais côtés des réseaux sociaux. Et aussi, on a le fait de, des publicités mensongères, comme tout ce qui est là-dedans, les photos modifiées. Donc, on le sait, on regarde sur Instagram, on se compare. Tout ça, ça rentre un peu dans les mêmes catégories. Donc, il faut vraiment comme porter une attention particulière à ça et vraiment comme s'en servir comme un outil plutôt que d'un outil de comparaison, en fait. Donc, on peut mettre de l'avant de l'intervention à travers ça, en se servant de ça comme prévention, puis aider les jeunes à s'en servir de cette façon-là aussi, plutôt que de par les mauvaises façons. Donc, en conclusion, on peut dire que le développement de la confiance en soi à l'adolescence, c'est vraiment quelque chose de complexe et de difficile. C'est vraiment différent aussi là, pour chaque adolescent, pour chaque personne. Il y en a qui ont pas du tout confiance en eux ou très peu. D'autres ont beaucoup confiance en eux et peut-être des fois trop. Donc c'est vraiment différent d'un jeune à l'autre et tout ça, ben, ça s'explique en fait par les différents facteurs qu'on a vus précédemment. Donc en effet, on parle surtout des relations sociales, les relations avec les pairs, les liens familiaux, l'environnement aussi. Le contexte socio-économique, le milieu scolaire, les réseaux sociaux. Donc tout ça, ce sont des facteurs qui sont prédisposants là, pour jouer un rôle vraiment important dans le développement de la confiance en soi et de l'affirmation aussi du soi. Évidemment, il y en a d'autres, mais ça, c'est vraiment les principaux, les plus importants on a relevés. Donc tout ça, là, c'est différent d'un jeune à l'autre. Donc évidemment, la confiance diffère d'un jeune à l'autre. Évidemment, dans les pistes d'intervention les plus importantes qu'on peut dire qu'on a relevées, qui sont non négligeables, on favorise en fait là, le développement de la confiance, l'activité, c'est ça, on favorise un bon développement de la confiance là, par l'activité physique, la compassion sociale, prioriser aussi le développement des relations avec les pairs et évidemment, il y en a bien plus, mais c'est les principaux qu'on a relevés, les plus importants. Donc c'est ça là, en fait là, la confiance c'est vraiment très important, ça a beaucoup d'impact en fait là, sur l'avenir du jeune et sur toutes les autres sphères de la vie, mais c'est vraiment très abstrait, très compliqué, très large aussi. Donc c'est pas mal ça qui conclut notre présentation. Je vous remercie de nous avoir écoutés et bonne session à tous.